Écoutez bien, ce que vous allez entendre n'est pas censé exister. C'est le son de la corruption pure. Nous avons réussi l'impossible. Récupérer les bandes audio de l'oreillette de l'arbitre pendant la finale. Oui, la finale. Oubliez tout ce que vous avez vu à la télé. Oubliez les analyses d'experts en plateau. Ce n'est pas un match de football que vous allez revivre. C'est un braquage en direct. Ne siffle pas. Laisse jouer. Il faut qu'il gagne. Désordre, sec, glaciaux, venant d'en haut. L'arbitre, un simple exécutant, tétanisé par la voix qui hurle dans son oreille. Une voix que nous avons identifiée. Une voix qui appartient à l'un des hommes les plus puissants du continent. Aujourd'hui, le masque tombe. Aujourd'hui, le football africain va découvrir son vrai visage. Et je vous préviens, c'est une vision d'horreur. Imaginez, on est en plein cœur de la CAN, la tension est totale, le monde entier regarde, mais dans l'ombre, dans les couloirs feutrés des hôtels de luxe, un plan diabolique est déjà en marche. Ce n'est plus du sport, c'est une guerre chimique, des joueurs au sommet de leur forme, qui s'écroulent sans raison, des staffs médicaux, terrorisés par ce qu'ils découvrent dans les analyses de sang. Vous pensiez que le football africain se jouait sur la pelouse ? Vous aviez tort. Bienvenue dans le Poison Gatt, le dossier que les instances voulaient étouffer. Mais aujourd'hui, les dossiers sortent et c'est glaquant. Tout commence par une anomalie, une coïncidence trop parfaite. La veille d'un choc électrique entre deux géants du continent. Une délégation arrive, elle est sereine, elle est prête à marquer l'histoire. Mais le soir même, le chaos s'installe. 1, puis 2, puis 5 joueurs cadres sont pris de vomissements violents. La version officielle, une simple fatigue. Une intoxication légère. Mensonge, nos sources au sein de l'hôtel révèlent une intrusion. Des caméras de surveillance, étrangement coupées pendant 12 minutes. 12 minutes, c'est le temps qu'il faut pour sceller le destin d'une nation. Ce que les analystes ont trouvé dans les bouteilles d'eau est inadmissible. Une substance indétectable au test classique, mais capable de briser un athlète en quelques heures. On parle ici de sabotage de haut niveau. Qui a donné l'ordre? Qui a payé les complices en cuisine? Les indices pointent vers une organisation que personne n'ose nommer. Le scandale prend une ampleur internationale. D'un côté, le Maroc, une machine de guerre, des infrastructures pharaoniques. De l'autre, le Sénégal, les lions, la force brute, le titre à défendre. Pourquoi ces deux nations se retrouvent-elles au centre des rumeurs les plus folles? On parle de pression exercée dans les vestiaires, de bouteilles scellées qui ont pourtant été manipulées. Certains joueurs ont refusé de boire, ils ont survécu à la débâcle. D'autres, les plus naïfs, ont vu leur carrière basculer en une nuit. Leurs jambes, du coton, leur vision, trouble. Le médecin de la sélection a tenté de donner l'alerte, mais il a reçu un appel, un seul. Une menace si précise qu'il s'est tu immédiatement. Le silence est une arme. Et dans cette CAN, elle a fait plus de victimes que l'arbitrage. Mais une preuve irréfutable a survécu à la purge des données. Un employé de la maintenance, un homme de l'ombre, il a filmé avec son téléphone caché derrière un rideau. Ce qu'il a capturé, ce n'est pas un accident. C'est une opération commando. On y voit un homme en costume, un badge officiel autour du cou. Il ne devrait pas être là. Il ne devrait rien toucher. Pourtant, il manipule les stocks de glace destinés aux gourdes. Regardez bien ses mains. Il ne tremble pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Ce n'est plus de la paranoïa. C'est un crime. Le football africain est trahi par ses propres démons. L'enquête que nous avons menée va vous paralyser, car ce que cet employé a découvert juste après avoir coupé sa vidéo, c'est le nom de l'homme au costume. Et ce nom va faire trembler les fondations de la CAF. Mais avant de révéler l'identité du commanditaire, il faut comprendre comment la technologie a été détournée, car le poison n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les téléphones des joueurs ont révélé est encore plus terrifiant. Le nom sur le badge, c'était le premier domino. Mais pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut plonger dans la data, dans ce que les serveurs n'auraient jamais dû garder en mémoire. Nous avons mis la main sur des rapports de laboratoire précis, des analyses toxicologiques réalisées en secret, en dehors du circuit officiel de la CAF. Pourquoi en secret? Parce que la peur régnait. Les résultats sont formels. On a détecté des traces de scopolamine à dose chirurgicale. Ce n'est pas un accident alimentaire, c'est une arme de soumission, une substance qui annihile la volonté, qui brise la coordination motrice. Imaginez un défenseur central, un rock, qui ne peut plus évaluer la distance d'un ballon, qui se sent partir en plein match, sous les yeux du monde, sous les yeux de sa famille. C'est cruel, c'est diabolique.
Mais le plan allait beaucoup plus loin que de simples malaises. Les données GPS des joueurs ont révélé des anomalies physiologiques impossibles, des rythmes cardiaques qui explosent au repos, des chutes de tension brutales dès l'entrée sur la pelouse. Les capteurs ne mentent pas, les machines hurlent ce que les hommes n'osent pas dire. Trahison. Le staff technique du Sénégal avait remarqué des comportements étranges, des joueurs d'habitude calmes, devenant soudainement paranoïaques. L'un d'eux a refusé de sortir de sa chambre pendant 4 heures. Il criait qu'on voulait sa mort. On l'a pris pour un fou. On a dit qu'il ne supportait pas la pression. Quelle erreur! C'était le premier signal d'alarme. Le poison ne s'attaquait pas qu'aux muscles, il s'attaquait à leur esprit. Et pendant que les joueurs sombraient dans les bureaux climatisés des officiels, le silence était acheté. On a retrouvé des traces de communication cryptées, des messages envoyés sur des applications inviolables. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. La cible est neutralisée. Le terrain est libre. Des phrases courtes, froides, comme une exécution. Qui a envoyé ces messages? Nos investigations nous ont menés vers un intermédiaire, un homme qui navigue entre les agences de sécurité et le monde du football business. Un homme de l'ombre, on l'appelle l'architecte. Il ne travaille pas pour une équipe, il travaille pour ceux qui mirent des millions sur les résultats. Car derrière le drame humain, il y a l'argent, le sale argent des paris clandestins, des syndicats basés en Asie et en Europe qui ont besoin que tel favori s'écroule. Le Sénégal et le Maroc étaient des cibles trop parfaites, trop de visibilité, trop de cash en jeu. Pour faire chuter ces géants, il ne fallait pas de meilleurs joueurs, il fallait de meilleurs chimistes. Un témoin, un ancien membre de la sécurité du stade, a accepté de nous parler sous anonymat. Sa voix tremblait. Il nous a raconté comment les bouteilles d'eau officielles étaient remplacées. Juste avant le chargement dans le bus, un échange de caisses en moins de 30 secondes derrière un camion de livraison. Tout le monde savait, nous a-t-il dit. Mais tout le monde avait une famille à nourrir. L'omerta, c'est le vrai poison du sport. Mais ce n'est pas tout. Nous avons découvert une faille dans le système de climatisation des vestiaires. Oui, la climatisation. Des techniciens ont rapporté la présence de résidus suspects dans les conduits, des diffuseurs d'aérosols contrôlés à distance. Vous vous rendez compte? On ne parle plus de sport là, on parle d'un film d'espionnage. Mais la réalité est bien pire, car les conséquences sont réelles. Des carrières sont aujourd'hui en péril. Des joueurs de classe mondiale qui ne retrouvent plus leur niveau, qui se sentent trahis par leur propre corps. Ils ne savent pas qu'ils ont été les rats de laboratoire d'une organisation sans scrupules. Ce qui est inadmissible, c'est que les preuves étaient là, sous les yeux des inspecteurs. Mais les rapports ont été modifiés. Nous avons comparé la version originale et la version soumise aux autorités. Des paragraphes entiers supprimés, des analyses de sang remplacées par celles de parfaits inconnus. C'est une falsification d'État, une opération de camouflage à l'échelle d'un continent. Et si je vous disais que le Maroc avait ses propres agents infiltrés, non pas pour tricher, mais pour survivre, les lions de l'Atlas avaient compris que quelque chose clochait. Ils ont commencé à apporter leur propre nourriture, leur propre eau, même pour se brosser les dents. C'est devenu une psychose. Le camp d'entraînement ressemblait à un bunker nucléaire. Pourquoi tant de peur si rien n'était véré? Les rumeurs de sabotage circulaient dans tous les hôtels. Les délégations se regardaient en chiens de faïence. L'ambiance était électrique. On sentait que le moindre faux pas pouvait déclencher une explosion. Et l'explosion a eu lieu, mais pas là où on l'attendait. Dans un hôtel de San Pedro, un homme a été retrouvé avec des valises contenant des substances interdites et des listes de noms, des listes de joueurs, des numéros de chambre, des horaires de passage. Ce n'était pas un dealer de bas étage. C'était un professionnel, un pro du sabotage. Son interrogatoire? Il n'a jamais eu lieu, il a disparu de la circulation, transféré vers une destination inconnue. On a effacé sa trace, on a effacé son existence, mais nous avons son identité, nous avons ses liens avec une fédération bien précise. Et ce que nous avons découvert en fouillant ses comptes bancaires dépasse l'entendement. Des virements provenant de sociétés écrans, basés dans des paradis fiscaux, des millions de dollars, versés juste avant le coup d'envoi du tournoi. Pour qui était cet argent? Certainement pas pour les joueurs. On commence à toucher au cœur du complot. On commence à voir les visages de ceux qui tirent bas les ficelles. Des noms que vous connaissez tous. Des noms qui s'affichent sur les plateaux télé. Des hommes qui parlent d'éthique le jour et qui signent des arrêts de mort sportive la nuit. Ce n'est plus une simple enquête, c'est une délivrance. Car la vérité est la seule chose qu'ils ne peuvent pas corrompre. Préparez-vous, car la suite va faire tomber les masques, les caméras cachées, les enregistrements audio.
tout va sortir. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre vision du football à jamais. On entre maintenant dans le sanctuaire, là où les décisions se prennent, là où les destins se brisent entre deux coupes de champagne. On va parler des transactions, on va parler des SMS interceptés, on va parler de les décisions qui a tout fait basculer. Le point de non-retour est atteint. Ce que nous allons vous montrer maintenant est tout simplement effrayant. Vous pensiez avoir tout vu, vous n'avez encore rien vu. On entre dans la zone rouge, là où les sourires de façade s'effacent, là où les dossiers brûlent les doigts. Nous avons réussi à pénétrer le réseau de messagerie utilisé par les intermédiaires de l'architecte. Ce que nous avons découvert est une insulte au sport. Ce n'est plus une rumeur, c'est un système de corruption tentaculaire qui lie des agents de joueurs, des officiels de la CAF et des magnats de l'industrie pharmaceutique détournée. Les noms, on va les lâcher. Nous avons identifié 3 comptes bancaires aux îles Caïmans. Ces comptes ont reçu des flux financiers massifs exactement 48 heures avant les quarts de finale. Des montants à 6 chiffres. Le donneur d'ordre, une société de conseil basée à Dubaï, une coquille vide, une façade pour un personnage que l'on pensait intouchable, un homme qui siège au plus haut niveau des instances. On l'appelle le nettoyeur. Son rôle est simple, faire en sorte que les favoris trop gênants, les équipes trop puissantes commercialement, ne fassent pas d'ombre au scénario écrit d'avance. Le Sénégal, trop fort, trop fier. Le Maroc, trop structuré, trop dominant. Pour les briser, il fallait les affaiblir de l'intérieur. Les SMS interceptés sont d'une violence inouïe. On y lit des consignes claires. La dose pour le numéro 10 doit être doublée. Assurez-vous que le gardien de but reçoive sa livraison avant 20 heures. Ce n'est pas du jargon médical, c'est un code de guerre. On parle de joueurs comme s'ils étaient de la marchandise, des pions sur un échiquier de sang. Et le plus terrifiant, c'est la complicité interne. Un membre du staff d'une grande nation a été filmé en train de recevoir une enveloppe épaisse dans le parking souterrain du stade. Cet homme, celui qui était censé veiller sur la santé des athlètes, a vendu leur intégrité physique pour quelques liasses de billets. C'est une trahison ultime. C'est une cicatrice qui ne refermera jamais. Comment peut-on regarder un jeune joueur dans les yeux, lui dire de se donner à 200% pour son pays, tout en sachant qu'on a versé du poison dans sa gourde? C'est lamentable, c'est criminel. Mais pourquoi le Maroc était-il si visé? Nos sources indiquent que l'influence grandissante de la fédération marocaine dérangeait leur réussite, leur professionnalisme. Cela faisait peur à la vieille garde, à ceux qui profitent du chaos pour régner. Le sabotage n'était pas seulement financier, il était politique. On a tenté de déstabiliser les cadres de l'équipe. On a lancé des rumeurs de dopage pour justifier des tests surprises à 3 heures du matin. Des tests destinés à épuiser les joueurs, à briser leur sommeil, à briser leurs nerfs. C'est de la torture psychologique. Les joueurs sénégalais, eux, ont été victimes d'une opération de désinformation massive au sein même de leur hôtel. Des faux rapports médicaux leur annonçant des blessures imaginaires. Tout était fait pour qu'ils perdent confiance, pour qu'ils doutent de leur propre force. Et quand le doute s'installe, le poison fait le reste. Nous avons également mis la main sur un document interne de la CAF, un document qui aurait dû rester dans un coffre-fort. C'est une note de service strictement confidentielle. Elle mentionne des irrégularités biologiques détectées chez 14 joueurs durant le tournoi. 14. Ce n'est plus une anomalie, c'est une épidémie provoquée. La note conclut qu'il ne faut pas engager de poursuite. Pourquoi? Pour préserver l'image de la compétition. En clair, étouffer le crime pour protéger le business. C'est inacceptable. On sacrifie la vie et la carrière d'hommes pour des contrats de sponsoring, pour des droits télévisés, pour que la fête continue, même si le gâteau est empoisonné. Le point de non-retour a été atteint lors de la réunion secrète de l'hôtel Eden. Là, les masques sont tombés. Les enregistrements que nous avons obtenus montrent des officiels en train de négocier le prix du silence d'un arbitre qui avait tout vu. On l'entend dire « Je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé dans le vestiaire ». La réponse du responsable, froide, glaciale. Tu as une famille, tu as une carrière, oublie ce que tu as vu et regarde ton compte demain matin. Voilà comment on gère le football africain en 2024. Voilà comment on brise les rêves de millions de supporters. Les preuves sont là, les transactions sont tracées, les voies sont identifiées. Il n'y a plus de place pour le doute. Mais le plus choquant, ce n'est pas le complot lui-même, c'est la réaction de ceux qui savaient et qui n'ont rien dit, ceux qui ont préféré leur confort à la vérité.
Ils pensaient que ce secret mourrait avec le tournoi. Ils pensaient que personne n'aurait le courage de creuser aussi loin. Ils se sont trompés, car nous avons retrouvé la pièce manquante, le témoin clé, celui qui a tout organisé de l'intérieur et qui, aujourd'hui, a peur pour sa vie. Il a décidé de tout déballer, chaque nom, chaque centime, chaque manipulation. Ce qu'il nous a confié dans l'entretien final est une bombe atomique, une révélation qui va forcer la FIFA elle-même à intervenir. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. On ne parle plus de football. On parle d'une organisation qui a dépassé toutes les limites de l'horreur. Le nom du grand commanditaire, l'homme qui a ordonné l'empoisonnement de masse, est sur le point d'être révélé. Et je peux vous dire une chose, vous connaissez son visage par cœur, vous l'avez applaudi, vous l'avez respecté, et c'est ce qui rend cette trahison encore plus insupportable. Le rideau va tomber, et ce que vous allez découvrir de l'autre côté va vous hanter pendant très longtemps. Car le final de cette enquête, c'est le moment où la réalité dépasse la fiction. Préparez-vous pour l'explosion finale. Le nom, le voici, l'homme qui a coordonné l'ombre, celui qui a validé chaque injection, chaque manipulation, chaque virement. Les documents pointent directement vers le cabinet de conseil d'un ancien haut dignitaire de la commission technique. Un homme que l'on disait être le père du football moderne sur le continent. Quelle ironie, quelle horreur! Il n'était pas là pour bâtir, il était là pour vampiriser, pour s'assurer que les résultats servaient ses intérêts personnels et ceux de ses alliés de Dubaï. C'est une trahison que l'histoire ne pardonnera jamais. Le Sénégal a été spolié, le Maroc a été saboté, et avec eux, c'est l'espoir de tout un peuple qui a été piétiné. On a transformé une fête du sport en un laboratoire du crime. C'est le constat d'un échec moral absolu. Mais au-delà de la colère, au-delà du dégoût, il y a une leçon à tirer de ce naufrage, une leçon stoïcienne. Car la gloire acquise par la triche n'est pas de la gloire, c'est une prison. Ces hommes, ces officiels, ces empoisonneurs, ils dorment peut-être dans des draps de soie, mais ils vivent dans la peur de la vérité, la peur de l'enquête qui finit toujours par frapper à la porte. Ils ont gagné des dollars, mais ils ont perdu leur âme. Le succès bâti sur la destruction d'autrui est une illusion. Il s'évapore dès que la lumière est faite. Les joueurs victimes, eux, gardent leur dignité. Ils sont tombés au combat, pas à cause d'un manque de talent, mais à cause d'une lâcheté invisible. Et c'est là que réside la vraie force. Se relever, apprendre que l'on ne contrôle pas l'injustice, mais que l'on contrôle sa réaction face à elle. La vérité est sortie, le poison a perdu son pouvoir. Ce que nous venons de révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le football africain est à la croisée des chemins. Soit il accepte de purger ses démons, soit il accepte de mourir à petit feu. On ne peut plus fermer les yeux. On ne peut plus dire « c'est comme ça ». L'indignation est le moteur du changement. Si nous laissons passer ça, si nous laissons ces hommes s'en sortir, alors nous sommes complices. Chaque partage, chaque commentaire, chaque vue sur cette vidéo est une pierre jetée dans le jardin de ces corrompus. C'est une manière de leur dire « on sait, on vous voit et on ne vous lâchera pas ». La justice est un plat qui se mange froid. Et aujourd'hui, le repas est servi. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous allez laisser cette enquête mourir dans l'algorithme ou est-ce que vous allez faire en sorte que personne ne puisse plus ignorer le poison GATT? Écrivez justice en commentaire si vous voulez que les coupables soient radiés à vie. Dites-nous quelle nation vous pensez être la prochaine cible si rien ne change. Votre engagement est notre seule armure contre les menaces que nous recevons pour faire taire ce dossier. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche, car ce n'était que le deuxième volet d'une série qui va tout exploser. La semaine prochaine, nous irons encore plus loin. Nous révélerons les enregistrements audio de la finale. Ce que l'arbitre a entendu dans son oreillette va vous faire chavrer. Restez lucide, restez fort. Le football appartient aux supporters, pas aux empoisonneurs. La vérité est en marche. Et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. On se retrouve dans les commentaires. Et n'oubliez jamais, l'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le combat continue.